Je voulais juste vous dire que la collection Piketty slash The Peppermind est en ligne. Voilà, donc je vous rappelle qu'il y a 3 pochettes dans cette collection. Il y a d'abord celle-ci, la Libroom, qui est à se taper le popotin par terre. Il y a la maison du chapeau pointu, elle est incroyable. Il y a des centaines de détails partout, je vous jure. Vous la voulez. Et il y a la toiture de la maison chapeau pointu. Voilà, chapeau tordu, pardon. Voilà. Je vous ai fait également un prix, enfin un peu moins cher si vous voulez les 3. Il y a un lot de 3 qui est un peu moins cher, ça vous fait gagner à peu près 5%. Voilà, il y a possibilité de les retirer au salon des Aliénales qui a lieu le 4 octobre à Allen-Léo-Bourdin ou encore à Grimloire le week-end d'après. Si vous préférez, vous pouvez le retirer là-bas. Sinon, bah, je vous les envoie, voilà. Il y en a quelques-unes en stock et sinon c'est sur précommande. Je vous rappelle qu'elles sont faites, donc les illustrations sont faites par l'illustratrice qui s'appelle Alizée et son compte c'est The Peppermind. C'est incroyable, j'ai acheté plein de cartes chez elle tellement je suis amoureuse de son travail voilà, et je les ai cousues moi, elles sont très grandes, vous voyez, par rapport à ma tête, elles sont vraiment très grandes, elles sont matelassées, etc. C'est une exclue, hein. Après il n'y en aura plus, elle en propose pas, elle propose que des cartes, donc c'est la seule fois où vous pourrez avoir ces beautés. Donc foncez les gars, foncez, 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 voilà. Oh là là, je me fatigue. Je vous laisse avec le vlog, je vous préviens, il est hyper long, il y a plein de lectures, alors installez-vous vraiment très confortablement. Voilà. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog lecture. Alors, je commence ce vlog hyper tôt par rapport au moment où vous le voyez, puisque le moment où je filme, là, on est le 21 août. Et en fait, j'avais pas prévu au départ de filmer aussitôt, mais je me dis que c'est bien d'avoir quelques vidéos d'avance. Et puis surtout, bah, je lis des trucs qui viennent de sortir ou qui vont sortir, enfin en tout cas là je vais en attaquer, et je me dis que c'est dommage que vous suiviez pas tout ça. Donc on va déjà rattraper les lectures. Donc je viens de terminer ce roman, Les Thés meurtriers d'Oxford, Flagrant délice, donc c'est le tome 3 de la saga des Thés meurtriers d'Oxford. J'aime toujours autant, voilà, j'aime toujours. On suit Gemma, qui est de retour d'Australie, qui a ouvert un salon de thé dans les Cotswolds, donc à côté d'Oxford, et elle a retrouvé son amour de jeunesse, Devlin, qui lui est enquêteur dans le comté du Yorkshire. Et ben il y a quelqu'un qui est assassiné, et elle va commencer à mener l'enquête, etc. La spécificité de ce roman, c'est qu'il y a un groupe de vieilles, les vieilles biques, qui sont là et qui l'aident un petit peu, enfin quand elles veulent bien, parce que des fois elles lui mettent plus des bâtons dans les roues qu'autre chose, mais voilà, donc c'est plutôt sympa. Je vous ai déjà parlé du tome 1 et du tome 2, donc je vais pas trop m'étaler. Dans ce tome 3, bah pareil, elle veut résoudre un meurtre, surtout que là, celui qui est accusé de meurtre, c'est un de ses meilleurs amis, donc elle veut vraiment l'aider. Au niveau du salon de thé, c'est un peu compliqué parce que pour l'instant c'était la mère de... comment elle s'appelle, de Gemma, qui les aidait en cuisine, parce que Gemma et Cassie, sa meilleure amie, donc les deux qui tiennent le salon de thé, elles sont catastrophiques. Elles ne savent pas cuisiner, donc en fait elles ont vraiment besoin de quelqu'un, et là c'était la mère du coup de Gemma, sauf que la mère de Gemma elle est assez fantasque, et là elle a décidé de partir sur un coup de tête en Indonésie, et elle laisse sa fille un peu dans la mouise. Donc voilà, donc elles vont devoir essayer de tester des recettes et tout, c'était assez drôle. Mais ça a engendré un truc qui m'a un petit peu agacée. En fait, du coup, faut qu'elle trouve Gemma, elle doit trouver une pâtissière. Faut savoir que sa mère là, elle l'aide, mais c'est temporaire. Donc il faut absolument qu'elle trouve quelqu'un qui sait faire de la pâtisserie. Donc elle a passé une annonce et elle fait passer des entretiens. Elle passe 3 entretiens, et les 3 femmes qui se présentent ont toutes un truc chelou, ok? Et la dernière, c'est ça qui m'a énervée, la dernière, on te dit bien dès le début que quand elle la voit débarquer, elle est ronde, alors elle te dit pas qu'elle est grosse, mais elle est ronde, voilà, bref, comme, en gros elle te dit elle est ronde, et après elle te dit comme on s'imagine une pâtissière, oui, parce que toutes les pâtissières sont joufflues, elles doivent bouffer plein de gâteaux, déjà ça m'énerve, et surtout,
Le trait de personnalité de cette pâtissière-là qui est ronde, les deux autres n'étaient pas rondes, et elles ont des traits, elles avaient des traits, enfin des trucs bizarres, différents, ok. Ronde, sa particularité c'est quoi? C'est qu'elle bouffe toutes les pâtisseries. Elle arrête pas, elle goûte, elle mange, et en gros, Gemma se dit, ben non, mais en fait je peux pas l'embaucher parce qu'elle va plus manger que ce qu'elle va vendre, et elle va me faire couler. Et c'est hyper grossophobe! Mais putain, mais c'est hyper grossophobe! Ah, en plus, je sais que l'autrice, elle a pas dû, enfin, j'espère en tout cas que c'est pas volontaire. Je pense que vous êtes plein, à tous ceux qui ont lu ce livre, il y en a plein qui n'ont même pas tilté là-dessus. Bah, mais parce que c'est de la grossophobie ordinaire, et c'est ce genre de réflexion. Et c'est horrible de se dire un truc comme ça, c'est horrible en fait, c'est horrible de se dire ça. Comme par hasard, c'est celle qui est ronde qui a ce travers de tout bouffer dans la pâtisserie, et du coup elle peut pas être embauchée pour ça. Ce truc hyper grossophobe, ça m'a énervé. Alors oui, ça prend, attendez, hop, ça prend 2 pages, mais ça m'a contrarié, voilà, ça m'a contrarié. Déjà dans Anna Swenson, c'est beaucoup plus vieux et ça m'énerve aussi, mais là en fait c'est un cliché, et c'est un cliché grossophobe, et ça m'énerve parce que c'est de la grossophobie ordinaire, et ça m'a agacé. Alors c'est pas pour ça que j'ai quand même aimé le roman, j'ai passé un très bon moment, y a pas de souci, hein. C'est juste que je tiens à signaler que ce genre de choses, je le dis pas à chaque fois parce que sinon je m'énerverai tout le temps. Mais ce genre de choses, il y en a dans tellement de livres, vous pouvez pas imaginer. Et juste, j'aimerais dire aux gens qui écrivent, arrêtez, faites attention, ou ces réflexions, genre, elle a fait, tu vois, genre, pendant un moment, il y avait une réflexion qui était à la mode sur les réseaux, c'est j'ai fait ma grosse. J'ai fait ma grosse. Et elle me montrait une photo, elles avaient bouffé une pizza. Ça veut dire quoi? Et ce truc-là, cette expression-là, elle me rendait folle. Et des fois, dans les livres, t'as des trucs genre pareil, en fait. Tu vois, ah, j'ai mangé un McDo, je vais finir obèse. C'est de la grossophobie ordinaire. Mais même quand vous le dites, c'est de la grossophobie ordinaire. C'est des choses qui sont des... Enfin, non, bref. Ça m'a énervé. Mais j'ai quand même beaucoup aimé le tome 3. J'avais presque envie de sauter sur le tome 4 direct, mais je me suis dit que j'allais alterner. Donc je pense que je vais me faire autre chose. Mais c'était très bien si vous aimez les trucs un peu cosy. En plus, alors moi j'adore la région d'Oxford, donc c'est un vrai bonheur, parce qu'on va très souvent à Oxford. Dans les 3 tomes, pour l'instant, on y est allé, donc moi j'adore. Voilà, si vous aimez les cozy mystery, y a rien de dingue, hein. Les enquêtes sont pas ouf, souvent elles sont tirées par les cheveux, etc. Mais ouais, c'est cool, moi j'aime beaucoup, voilà. Mais là, il y avait de la grossophobie, ça m'a agacé. Mais sinon, c'était cool. Donc ça, je viens de le terminer. Et ce que je vous avais pas montré, c'était celui-ci que j'avais lu. Personne n'était censé mourir pendant ses vacances, de Catherine Mack. C'était pas ouf, hein. En fait, j'aimais bien le début, parce que c'était un peu décalé, c'était un peu drôle. Et en fait, ce côté drôle, et ben j'ai trouvé ça très lourd, en fin de compte, à la fin. Et ça a fini par m'agacer. Voilà, ça a fini par sérieusement m'agacer. En gros, on suit une jeune femme qui a eu un franc succès avec une série de livres, un peu... c'était pas volontaire, mais c'était comme ça, bref. Et en fait, le problème, c'est que dans cette série de livres, l'un des protagonistes, elle s'est basée sur une histoire vraie, hein. C'est un homme qu'elle a rencontré, et lui, quand il découvre que ça a beaucoup de succès, et que c'est lui le personnage principal, il estime qu'il doit faire partie de ce succès, donc il va s'incruster, demander des royalties, demander plein de trucs, et s'incruster dans la vie de... Comment elle s'appelle déjà? Je ne sais plus... Eleanor, voilà. Et du coup, Connor, il est toujours... C'est Connor ou... Oui, c'est Connor. Il est toujours là, et c'est vrai que... voilà, c'est compliqué. Là, ils partent en Italie pour un événement... littéraire. Donc il y a Eleanor, il y a le fameux Connor, il y a la sœur d'Eleanor, puisqu'elle est celle qui gère un peu, qui est un peu son assistante, etc. Enfin son agente. Et il y a d'autres auteurs. Et en fait, Connor est persuadé que quelqu'un essaye de le tuer. Donc il le dit à Eleanor, il faut que tu m'aides, quelqu'un essaye de me tuer, etc. Personne ne le croit, jusqu'au moment où on va retrouver un cadavre. Et voilà, on va essayer de savoir qui l'a tué, patati patata. Le truc, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'humour dans le roman, mais de l'humour un peu lourdingue, tu vois, un petit peu lourdeau. Et le truc, c'est qu'au début, c'est drôle, mais au bout d'un moment, c'est pénible, en fait. Et moi, je voyais plus que ça. Au bout d'un moment, je voyais plus que ça, et les personnages me sortaient par les trous de nez parce que c'était
c'était pas drôle, c'était lourd en fait. Donc, mais c'est parce que c'est pas mon humour. Hein. Après, je pense que ça peut plaire peut-être à plein de gens, mais moi j'ai trouvé que c'était trop. En fait, j'aime pas dans un livre quand je sens qu'on veut absolument me faire rire ou sourire. Et là, j'avais l'impression qu'il y avait limite, tu sais, quelqu'un à côté de moi pour me faire ça là. Genre vas-y, souris, souris. Et du coup, ça allait pas du tout. Bref, donc ça a pas bien marché. Voilà. Après, j'ai lu des choses pour la rentrée littéraire, mais je vais pas vous les mettre là parce que j'ai déjà créé du contenu dessus normalement. Donc voilà. Et là, je vais attaquer, je pense, j'espère que je me vante pas tout de suite, je vais attaquer ce roman, donc Le Palace de Océane Sukkali, aux éditions Rajo. C'est leur premier dans cette catégorie, et je suis intriguée. C'est écrit petit par rapport à d'habitude chez Rajo, mais je sais pas, il m'intrigue de ouf, il vient juste de sortir. Je vais essayer, on verra bien. Après, j'étais aussi très tentée par une romance, mais je sais pas, je l'ai acheté hier et j'ai très envie de le lire. Voilà. Donc logiquement je lis ça, mais on se retrouve plus tard et je vous dirai si j'ai vraiment commencé ça. Suspense. Alors, comme prévu, j'ai commencé Le Palace de Océane Sukkali. C'est chez Rajo New Adult. Et derrière ils mettent texte s'adresse à des personnes majeures. On a un jaspage, tout ça. Bon bref. J'ai lu 130 pages. Pour l'instant j'aime pas. J'aime pas tellement le style d'écriture et je trouve l'histoire, en fait on dirait un mauvais film d'horreur, un mauvais truc, une mauvaise série B, tu vois, pour le moment. Je sais pas, alors je suis que là, ok, je sens pointer l'idylle ou la romance qui va vite me gêner parce que les personnages ça va être le bad boy, enfin ça va être... Parce que clairement, là, je sens qu'il va y avoir un rapprochement entre la personne qui a kidnappé, séquestré, et la personne qui est kidnappée, séquestrée. Alors, peut-être que non, j'espère. Mais pour l'instant, ça pue. Voilà, ça pue. Alors, dans ce roman, on suit une jeune fille qui s'appelle Danae. Elle a une vingtaine d'années. Elle a perdu il y a quelques années, dans un accident de voiture, ses parents et sa sœur. Et depuis, elle survit. Il faut savoir que Danae, depuis sa plus tendre enfance, elle a une particularité. Elle voit ce qu'elle appelle les taches. Alors au début, j'étais en mode quoi ? En fait, ce sont c'est comme des fantômes, sauf qu'ils ont une forme de tache. Voilà. Et elle les voit. Elle est la seule à les voir. Elle peut leur parler, etc. Sauf qu'en fait, les taches fantômes, ce sont que des gens qui ont eu une mort subite ou alors des personnes assez mauvaises. Et elle est envahie par ces gens depuis sa putain d'enfance. Et le problème, c'est que c'est pas que des gens bienveillants. Elle est pas en mode Melinda Gordon, tu vois, c'est pas genre je vais les aider à résoudre leurs problèmes et ils vont passer de l'autre côté. Non, en fait, au début, ils sont un peu largués, donc quand ils se rendent compte qu'elle les voit, ils la lâchent pas. Et puis, au fur et à mesure, ils prennent un peu plus de matière, on va dire. Et puis, au bout de quelques temps, ils finissent par disparaître. Le truc, c'est qu'elle, elle est jamais poursuivie par une seule tâche. Elle est tout le temps envahie par des centaines de personnes. Et du coup, elle le vit très mal. Elle a même été hospitalisée dans un hôpital psychiatrique parce qu'on l'a pensée folle. Vraiment, elle a jamais la paix. Les gens font que du parler. Genre quand elle essaie de dormir. Vous imaginez un peu comme si vous aviez autour de vous... Ah, ça, tu dois avoir l'impression d'être schizophrène, en fait, ça doit être horrible. Autour de toi, t'entends des gens qui te parlent, tu les vois, personne d'autre ne les voit, et ils te laissent jamais de répit. T'imagines avoir 30, 40 personnes autour de toi qui arrêtent pas de parler comme ça, jour, nuit et tout, l'enfer. Donc Danae, sa vie, c'est ça. Elle travaille dans un café. Alors Danae est suisse, et elle vit à San Francisco, et elle travaille dans un café tenu par une Française. Elles s'entendent plutôt bien, elle aime plutôt son boulot, mais en fait, elle veut s'isoler. Elle a besoin d'un taf où elle n'est pas en contact avec du public parce qu'en fait, c'est insupportable. Et la spécificité qu'il y a, c'est que les tâches ne peuvent pas aller dans des trucs type l'avion ou le bateau, et elle pense que tout ce qui va être haut peut être une barrière. Donc là, elle est vraiment dans la recherche d'un nouveau travail, un taf où elle pourra travailler à domicile, et l'idée c'est d'aller vivre sur un bateau, parce que entourée d'eau, les tâches, les fantômes ne pourront pas venir l'embêter. Donc là, c'est ça, elle doit préparer un entretien pour un nouveau boulot. Sauf qu'en fait, les tâches, là, les fantômes vont pas vraiment la lâcher et vont mettre une pression assez énorme, et au bout d'un moment, elle va péter un câble et elle va dire à haute voix
un truc du genre je préférerais être en enfer plutôt que de continuer à vous voir, un truc comme ça. Et quand elle dit ça, les taches font une tête bizarre et lui disent quoi? Elle répète. Et là, il se passe un truc de dingue. Elle se retrouve propulsée autre part, voilà, dans un endroit hyper étrange où dans une espèce de bon, elle est dehors, elle voit un manoir, le palace. Elle rentre et là, elle tombe sur un espèce de mec, un groom, tu vois, il a une tenue de groom. Et il lui dit, ah bah justement, on vous attendait, et elle comprend pas, et on lui laisse pas en placer une, on lui dit, le directeur sera ravi, le directeur veut vous voir, patati patata, on l'emmène dans une espèce de chambre, et elle voit bien qu'il se passe un truc bizarre, parce qu'en fait, on lui laisse pas le choix, c'est-à-dire qu'au moment où elle dit, il est hors de question que je vienne avec vous, le mec l'attrape par le cou avec une corde et lui dit, tu n'as pas le choix, tu me suis, en fait. Donc là, elle se dit, mais what, il s'est passé quoi? Et là, on lui explique qu'en fait, elle a formulé un vœu en disant qu'elle préférait être en enfer plutôt que de continuer à les voir, à voir les fantômes. Elle a formulé un vœu, et ce vœu l'a amenée dans cet endroit qu'on appelle le palace. On l'amène dans une chambre qui ressemble à une prison dont elle essaie de s'échapper, mais en fait, même si elle essaye je sais pas, genre... de traverser, elle pète le mur, elle va dans la pièce d'à côté, paf, elle se retrouve dans la même pièce en fait. Vous voyez le genre, un peu comme dans un film d'horreur quoi. Et là, l'espèce de groom qui l'a amené à sa chambre lui explique qu'en fait, le directeur, donc la tient maintenant, hein, elle lui appartient, et qu'en fait elle a deux options. Soit elle accepte de subir les épreuves, qui sont des épreuves physiques, mentales et d'âme, et si elle réussit ces épreuves, on va réaliser son vœu, c'est-à-dire qu'elle ne verra plus jamais les âmes, enfin les fantômes, etc. Par contre, si elle réussit pas l'épreuve, on va réaliser son rêve, son vœu, mais d'une autre façon, donc elle ne les verra pas, dans le sens où elle deviendra aveugle, mais les tâches seront toujours autour d'elle, donc ça va être un enfer. Donc ça, c'est le choix si elle prend l'épreuve, si elle gagne ou si elle perd les épreuves. Elle a le choix aussi de ne pas passer les épreuves, et le mec lui fait bien comprendre que ces épreuves-là, personne les a jamais réussies. Et on lui dit qu'il y a un peu de temps pour choisir. Et elle va devoir commencer à s'habituer à sa vie dans cet endroit, rencontrer des gens qui sont là depuis très longtemps, s'adapter aux nouvelles règles, parce qu'il y a des gens là des sous-fifres du directeur qui font obéir les autres, et pour les faire obéir, c'est par torture physique ou psychologique. Et elle va devoir s'adapter à ça, sauf qu'en fait, Danae, elle a un caractère qui fait qu'elle veut pas se laisser faire. Et elle va dire qu'elle veut faire les épreuves. Elle se dit qu'après tout, elle voit qu'elle est différente des autres, elle voit qu'il y a un truc un peu différent par rapport aux autres qui sont bloqués là, et elle se dit qu'elle a peut-être une chance. Nous, on a eu, au début du roman, un chapitre du directeur. Et en fait, alors on sait pas trop que c'est lui, mais on comprend que c'est une entité particulière. Et surtout, on comprend très rapidement qu'il en a vraiment après Danae, parce qu'elle est spéciale. Donc, quand elle arrive sur place, lui, il est vraiment très, très, très content. Il est vraiment très content. Et voilà. Et elle va devoir apprendre à survivre. Et en fait, ses journées sont occupées par des choses absurdes. Par exemple, coller des carreaux de faïence sur un mur alors qu'elle a pas de colle, elle a rien, mais elle doit faire ça toute la journée. Et enfin, des trucs, mais complètement what the fuck. Et l'idée, c'est vraiment de déshumaniser, en fait, ces gens. Voilà. Le truc, c'est que... en fait, quand je fais le résumé, je me dis, ah, c'est cool. Mais quand tu le lis, c'est pas si ouf. En plus, je vous dis, je sens que le directeur a une attente particulière vis-à-vis de Danae. Vraiment, parce qu'il va faire un truc, là. Il fait un truc pour se rapprocher d'elle sans qu'elle le sache. Et en fait, comme elle est un peu désespérée, moi, je me dis... Elle va forcément chercher des alliés. Enfin, à quel moment tu te dis que tu peux t'en sortir seule dans un endroit pareil? Voilà, j'aime bien le côté un peu huis clos du palace, parce que tu te dis, putain, en fait, elle peut pas sortir. T'imagines, il y a une porte, tu passes la porte et tu te retrouves dans la même pièce. C'est un truc, c'est une boucle sans fin. Et voilà, le truc, c'est que... Je sais pas. Je sais pas. Pour l'instant, je suis pas plus emballée que ça. Peut-être lié à l'écriture, peut-être lié à plein de choses dont je peux pas vous parler parce que ça spoilerait vachement l'histoire. Mais pour l'instant, je suis pas convaincue. J'ai lu que 130 pages. Il y en a combien? 500. Ah, quand même. Hein. Peut-être que quand j'aurai avancé ou terminé, je serai emballée. Je ne sais pas. En tout cas, oui, c'est un côté assez horrifique. C'est ce que je voulais, donc c'est plutôt cool.
Voilà, à voir si je m'attache un peu plus au personnage de Danae et tout. Je vous dis, pour l'instant, je suis pas spécialement emballée. En plus, alors je comprends un peu plus maintenant pourquoi elle a aucune empathie pour les gens qui viennent la voir, parce que pour les fantômes, je parle. Mais c'est vrai que moi, je suis plus du genre à aimer les histoires à la Ghost Whisperer ou à toutes ces séries-là où il les aide à traverser, tu vois. Et du coup, bah là, on n'est pas dans la bienveillance. Elle, ça la fait suer hein, qu'il soit là. Elle les insulte, elle les menace et tout. Mais en même temps, c'est pas forcément de bonnes personnes. Et puis elle leur en veut parce que l'accident de voiture qui a tué sa famille a un petit lien quand même avec ces créatures. Donc voilà, j'attends de voir la suite. Mais pour l'instant, je suis pas à fond en fait. Je suis pas à fond. Mais en même temps, en même temps, je vous dis, j'aime pas trop, mais je suis pas en mode je recule pas pour y aller. J'ai envie de savoir où l'autrice m'emmène. Donc je vais continuer avec plaisir. J'aimerais savoir, je pense que c'est à cause des tortures, j'espère que c'est ça, l'histoire que c'est pour des personnes adultes. Parce que bon, oui, il y a quand même... c'est pas pour l'instant c'est pas hyper gore, mais oui tu sens quand même qu'il va se passer des trucs pas très voilà, ça me fait penser à, vous savez, dans, je sais pas si vous avez regardé Supernatural, mais ça me fait penser à ça dans Supernatural quand il y a je crois que c'est Dean qui est en enfer en fait, et tu vois les couloirs avec les portes, enfin, ça me fait penser un peu à ça dans les épisodes, sauf qu'on a moins de tension, et puis Danae je la trouve beaucoup moins sympathique. Voilà, je termine ça et quand je l'aurai fini je vous en parle, je vous dirai du coup ben voilà, si c'est mieux ou pas, ou ça se trouve ça va se révéler, ça va être dingue, ou alors ça se trouve ça va être pire. Je ne sais pas, on verra, surprise. J'ai terminé le palace de Océane Sukali. Alors, je sais pas si mon avis a changé, en tout cas il y a une chose qui est sûre, c'est que je sais pas trop quoi penser de ce livre. On n'est pas parti dans le truc malsain auquel je m'attendais, j'avais vraiment peur que notre héroïne, qui s'appelle, je sais déjà plus, Danae, j'avais vraiment peur que Danae vive une idylle amoureuse avec celui qui la retient, le directeur. Parce que je vous rappelle quand même qu'elle est retenue contre son gré dans le palace. Donc le palace, en fait, vu les épreuves, vu tout ça, ça pourrait être un petit peu une préchambre de l'enfer, tu vois. Bon, c'est vrai qu'après, on en apprend un peu plus sur alors le lieu, entre guillemets, parce qu'on en sait très peu. Mais en tout cas sur le directeur, pourquoi il est là, à quoi il sert, pourquoi il voulait absolument que Danae rejoigne ce lieu, son rôle dans tout ce qui a pu arriver à Danae, et puis ce qu'il cherche vraiment en fait à obtenir d'elle. Danae m'a entre guillemets un peu surprise parce que je m'attendais à ce qu'elle se laisse plus avoir, et finalement elle est quand même assez coriace. Et du coup c'était assez chouette. Alors après, public averti, oui, dans le sens où on parle quand même de torture. Alors on n'a pas tous les détails heureusement, mais effectivement, enfin je veux dire notre héros principal, son métier et son kiff aussi, hein, parce qu'il le fait pas juste parce qu'il est obligé, c'est de torturer les autres. Le gars il prend un pied pas possible à torturer les gens, que ce soit de la torture psychologique ou de la torture physique. Il aime trop ce truc là, ce mec là, c'est un truc de ouf. C'est un peu un mec hyper malsain, voilà. Donc après voilà, on n'est pas dans une romance, vraiment pas, donc ça c'est plutôt chouette. J'avais vraiment peur qu'on parte là-dedans, et alors là ça aurait été hyper cringe, j'aurais pas supporté. Je vais pas vous dire que j'ai pas aimé, ça s'est amélioré, enfin j'ai plus apprécié. Je vais pas vous dire que j'ai pas aimé parce que en vrai je l'ai dévoré. Il a eu ce côté quand même chez moi quand même très addictif, où je l'ai littéralement dévoré. J'aime énormément, moi, les endroits comme ça, des espèces de huis clos un peu poisseux, un peu, tu vois, un peu horrible, en fait. Voilà, du coup, j'avoue que je l'ai littéralement bouffé. Donc, je vais pas dire que j'ai pas aimé. Maintenant, est-ce que j'y ai trouvé des qualités, voilà. Genre, est-ce que j'aurais des arguments pour vous dire foncez? Bah non, en fait. Le seul argument que je pourrais avoir, c'est le fait que... Alors, pas les 100 premières pages, parce que j'ai trouvé que les 100-150 premières pages, c'était pas le cas. Mais après, donc une fois qu'elle est dans le palace, c'est quand même un sacré page-turner. Enfin, moi, en tout cas, j'avais vraiment envie. Alors, voilà. Le seul argument pour moi, c'est ça. Maintenant... ouais, moi, je me suis pas attachée au personnage. J'ai pas trouvé non plus que la psychologie des personnages était
hyper poussé. Ça aurait pu... En fait, c'est pas que c'est survolé, parce que ce serait faux de dire ça. Il y a quand même des éléments qui font qu'on apprend des trucs. Mais... je sais pas. Il y a un personnage que j'ai bien aimé, c'est Béatrice, qui est une des sbires du directeur. Mais on apprend pourquoi elle est là, on apprend son histoire, etc. C'était très intéressant. Voilà. Il y a quand même un parallèle entre l'enfer et le palace. C'est quand même assez... ça peut être assez creepy, je pense, pour certaines personnes. Voilà, je vous avoue que je sais vraiment pas quoi penser de ce roman. Je ne sais pas quoi penser de ce roman. Je suis contente de l'avoir lu, parce que réellement, il m'intriguait. Et puis parce qu'il s'est dévoré. Moi qui n'ai pas beaucoup lu dernièrement, franchement, celui-là, je l'ai bouffé. Et pourtant, il fait 500 pages. Et je suis très occupée en ce moment. Mais en fait, j'avais juste trop envie de savoir. Donc voilà, donc je ne sais pas quoi vous dire. Je suis un peu perdue dans le genre, ouais, je sais pas. Voilà, j'ai pas d'argument pour vous dire d'y aller. En fait, c'est le genre de lecture où tu tournes les pages, mais en vrai, est-ce que j'en tire quelque chose ? J'ai pas un sentiment de « ok, cette lecture m'a apporté quelque chose ». Quand je dis apporter quelque chose, ça peut être tout type de choses, hein. Un instant fugace de bonheur, des réflexions, de l'énervement. Là, rien, je sais pas. Voilà, je suis très... je sais pas trop quoi vous dire de plus. Voilà. Après... si vous n'avez pas peur de tout ce qui est un peu torture, etc. Au niveau bouquin creepy pour l'automne, là, ça peut le faire. Hein. Honnêtement, ça peut le faire. Moi, je me suis pas attachée au personnage, donc je pense que c'est aussi ce qui a pêché pour moi. Mais en soi, c'est pas mauvais. Hein. C'est vraiment pas mauvais. Hein. C'est juste que... ouais, je sais pas. Après, honnêtement, vu le départ, je pensais vraiment que ça allait pas le faire. Je pensais vraiment que ça allait être une catastrophe. Et en fin de compte, vous voyez, c'était pas... Enfin... Ouais, voilà. Je vais pas dire que c'était... Je sais pas. Je peux pas dire que c'était... Si, c'est... Vous voyez comment il me perturbe, ce livre, c'est horrible. C'était sympa, voilà, on va dire que c'était sympa, j'ai lu quand même vachement mieux, mais c'était sympa, et voilà, mais j'ai pas d'argument, sincèrement, là, tout de suite, j'ai beau réfléchir, depuis hier que je l'ai terminé, je cherche, mais j'ai pas, voilà, si quelqu'un me demandait pourquoi le lire, voilà, je pense que les deux trucs à retenir, c'est que il a un côté assez addictif, surtout quand on arrive dans le palace, le côté huis clos, que je trouve assez cool. Le personnage de Danae, qui finalement n'est pas cruchonne, contrairement à ce que je pensais au départ. Et le côté peut-être un petit peu creepy. L'ambiance un petit peu poisseuse, creepy comme ça peut être pas mal. Voilà, ça va être juste ces éléments-là. Et c'est ce qui fait que moi, j'ai tourné les pages et que je suis allée au bout. Et que j'ai pas du tout souffert pendant ma lecture. J'étais bien. J'ai trouvé ça assez fluide et j'ai passé finalement un bon moment. Oui, au final. Ça m'énerve ce genre de livre, je vous jure. Bref, là j'hésite entre deux, donc je ne sais pas encore lequel je vais choisir. J'ai une petite idée quand même, mais j'hésite. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je passe une journée de merde, mais vraiment, c'est, vous savez, le genre de journée où rien ne fonctionne, mais vraiment rien depuis le réveil ce matin. Tout ce que j'entreprends, c'est une catastrophe. Donc là j'ai décidé que j'allais aller me poser. Hein. Je vais me poser, je vais prendre un bouquin. J'espère juste que du coup ça va pas faire aussi ça sur ma lecture et que ça va pas être une lecture catastrophe. Voilà, donc je vais choisir un des deux, j'en ai sorti deux, je vais choisir un des deux, je vous reprends plus tard pour vous montrer la lecture choisie et puis vous dire ce que j'en pense, hein, quand j'aurai lu la moitié à peu près. Voilà, allez. Alors, j'ai commencé un nouveau roman, j'ai commencé L'Empreinte du démon, le tome 1 de Nadège Darocha. Voilà, c'est chez Conséquence Édition. Je l'avais acheté à la librairie Book Lover à Bordeaux. Déjà parce que c'est une petite maison d'édition dont je n'avais jamais entendu parler, parce que je trouvais le livre extrêmement joli, voilà, et que l'histoire me tentait bien, et puis derrière il y avait une gorgone, donc moi tu me dis gorgone, je pense mythologie, et ça y est, je suis embarquée. Alors, c'est un roman de fantasy que je trouve vraiment super bien. J'ai dévoré la moitié hier soir, bon ça se lit très bien, j'aime vraiment beaucoup
ce que je lis. J'aime beaucoup la plume, j'aime beaucoup la narration et j'aime bien l'histoire. C'est très chouette. Alors, c'est quand même du young adulte, donc tout n'est pas hyper développé au niveau du world building, etc. Mais la plume et la narration font que ça compense et que tu sens que t'es dans un bon roman de fantasy et moi je kiffe, je m'éclate mais de ouf. Je le termine aujourd'hui, c'est une certitude parce que voilà, je sais pas quand est-ce que sort la suite par contre. Voilà, la couve elle est vraiment trop jolie. Je trouve que cette maison d'édition fait vraiment un beau boulot, hein. Regardez là, voilà, au niveau production le livre est très chouette. Il y a au niveau des en-têtes de chapitres, hop, voilà, on a un petit dessin. Voilà, alors, dans ce roman, on suit une jeune fille qui s'appelle Aster, et au niveau de la narration, en fait, c'est particulier entre guillemets, parce que le roman, c'est comme si c'était une longue lettre, elle est en train de s'adresser à une de ses amies, et elle lui raconte son aventure, son histoire, en fait. Donc en fait, elle parle à son amie et elle raconte ce qui s'est passé. Du coup, j'aime bien ce type de narration parce que ça nous est pas adressé, mais en même temps, on sait que c'est adressé à quelqu'un. Enfin, je sais pas, je trouve ça très chouette, j'aime beaucoup. C'est vraiment bien écrit. Moi, j'aime beaucoup. Donc bref, donc Aster, elle est ce qu'on appelle une nonne. Alors, les nonnes, dans cet univers-là, ce sont des chasseuses de démons, de toutes les créatures un peu horribles qu'on peut croiser. Et en fait, elles sont protégées et elles ont des pouvoirs grâce aux saintes qu'elles représentent. Il y a 4 saintes, chacune a une spécificité, chacune donne un certain pouvoir. Nous, Aster, elle aura, pendant son enfance, elle sera chez une certaine sainte, et finalement, elle va passer chez une autre en cours de route, ce qui est très très rare déjà, parce que bon, c'est quelque chose qui se fait pas trop, mais elle a ressenti vraiment ce besoin parce que pendant son enfance, elle était en mission et elle devait protéger une jeune fille qui s'appelle Soriel, qui faisait partie d'une famille qui était un peu en surveillance en fait. Donc elle était là, on lui disait qu'il fallait qu'elle protège Soriel, mais en même temps elle devait espionner la famille de Soriel, donc ses parents. Il s'est passé un truc et du coup elle a été renvoyée au couvent. Alors quand on dit couvent et nonne, c'est pas ce que nous on a comme image, hein. Dites-vous qu'on est quand même dans un roman de fantasy. Alors oui, elles idolâtrent des saintes, mais voilà, c'est pas... elles ont des tenues particulières et tout, mais c'est pas des bonnes sœurs comme nous on l'entend dans notre société. Donc bref, plusieurs années plus tard, quand elle a changé de sainte et que là elle est plus dans tout ce qui va être guerre, protection, etc., on va lui confier une mission. La mission, c'est en fait d'aller éliminer, entre guillemets, un démon. Une jeune fille, enfin quelqu'un en tout cas, serait possédée par un démon et on l'envoie là-bas, c'est sa première mission en solo, on l'envoie là-bas, elle va devoir faire partir le démon en fait. Sauf que quand elle arrive, elle se rend compte que la personne qui est possédée, c'est Soriel. Soriel qu'elle n'a pas vue depuis des années, et Soriel semble ne pas du tout la reconnaître. Donc là, elle se dit, ok, donc le démon qui la possède, ça va pas du tout, parce que le démon, il a effacé toute la mémoire en fait de Soriel, et surtout, Soriel va demander, et surtout Soriel va exiger auprès d'Aster qu'on ne tue pas ce démon. Voilà, elle lui dit qu'il y a quelque chose de particulier, qu'il ne faut pas le tuer. Aster, elle est assez perturbée par ça parce qu'elle doit, en fait, c'est son travail, sauf qu'elle va être entraînée dans un truc pas possible qui va lui faire vivre une aventure dingue, et elle va commencer, elle et Soriel, qui ne se fait plus appeler Soriel, mais bon, bref, elles vont commencer à une espèce de quête. Elles doivent aller à un endroit précis, et pour se rendre là-bas, elles doivent trouver d'autres personnes, et parce qu'en fait, elles voudraient trouver une façon d'exorciser, en fait, Soriel sans tuer le démon. Enfin bref, elle veut trouver quelque chose de particulier. Et elles vont se retrouver, par exemple, chez les Gorgones. C'était hyper intéressant, j'ai adoré ce passage, où il y a plein de Gorgones, et elles sont toutes différentes. Et il y a un côté très féministe dans le livre, l'air de rien. Déjà, j'ai pas croisé de personnage masculin pour le moment, à part le démon. Voilà, donc il n'y a pas de... Il y a un côté vraiment féministe. Par exemple, pour les Gorgones, l'endroit où elles vivent, c'est un endroit qui est tenu secret parce qu'elles sont là. Les Gorgones, en fait, on devient Gorgone en étant mordu par une Gorgone. Une Gorgone, vous savez, elles ont les cheveux, c'est des serpents. Voilà, c'est des serpents. et en fait, si on les regarde dans les yeux, chacune a un pouvoir particulier. Et quand tu les regardes dans les yeux, tu prends un risque parce que soit elle peut te changer en pierre, soit elle peut... Bref.
Et en fait, elles sont là, celles qui choisissent d'intégrer les Gorgones, c'est parce que elles ont subi quelque chose d'horrible, ou elles veulent de la protection, des choses comme ça. Et nous, on découvre un peu ce monde-là à travers les yeux d'Aster et de Soriel, qui viennent rencontrer les Gorgones parce qu'elles veulent rencontrer quelqu'un de particulier. Et elles continuent leur aventure comme ça pour aller jusqu'à la fin. Et on sent quand même que le démon qui possède Soriel est quelqu'un de particulier. On a assisté déjà à d'autres espèces d'exorcismes. Alors, c'est pas des exorcismes, ils appellent ça bannissement. C'est un rituel de bannissement pour bannir le démon. Je trouve ça hyper intéressant. J'aime beaucoup, en fait, j'aime beaucoup la protagoniste, Aster, parce que elle a quand même un rôle très important dans la société. Elle est nonne, elle est là pour bannir les démons. Donc elle a vraiment un rôle très important, mais en même temps, je la trouve très humble. C'est pas l'héroïne badass, etc. Et pourtant, elle est capable de faire plein de choses. Et c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est un truc que j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas. Je trouve qu'il y a un bel équilibre, en fait, dans le roman. Je vous dis, j'aime beaucoup la plume. J'aime beaucoup la façon dont l'histoire nous est racontée. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. C'est le genre de fantaisie que j'avais pas lu depuis longtemps, surtout en young adulte. Et ça fait un bien fou, je vous jure. Ça fait un bien fou, c'est pour ça que j'aime la fantasy young adulte, et ça c'est vraiment génial. Moi je kiffe, franchement je kiffe. Apparemment il y a d'autres créatures, je les ai pas encore rencontrées. Soriel, à la base, avant d'être possédée, elle était nymphe des fleurs, il me semble. Donc elle avait aussi un pouvoir, mais bon là elle est possédée complètement. Bref, c'est hyper intéressant. Pour avoir des pouvoirs, Aster, elle doit invoquer la sainte à chaque fois, et ça lui confère des pouvoirs particuliers. Et elle, en fait, elle est quand même assez spéciale, Aster, parce que elle fait des choses qu'elle ne devrait pas faire, et elle est très intéressante. Et elle s'adresse constamment donc à son amie, à qui elle écrit cette lettre. Donc voilà, je vous dis, je suis à la moitié. Bon, bah en plus il y aura une suite, donc. Voilà, mais j'aime bien, c'est trop bien. Bon bref, voilà, c'était le petit début de lecture. Je veux pas trop vous en dire parce que je veux pas vous spoiler, mais voilà, déjà l'idée des chasseuses de démons et tout, je trouve ça cool. Et on n'est pas dans un truc genre Beat Lit, on est vraiment dans de la fantasy, donc non, c'est cool, c'est très très cool. Et j'ai hâte d'avoir du temps cet après-midi pour y retourner, parce que je sens que ça va être trop bien. J'ai terminé. Donc j'ai terminé l'empreinte du démon de Nadej Darocha. C'était vachement bien, voilà, j'ai kiffé, c'était trop bien. Vraiment, c'était trop chouette. Voilà, c'est un bon roman de fantasy comme je les aime. C'est bien écrit, l'histoire est chouette. J'ai tout kiffé, franchement, j'ai tout kiffé. Alors attention, je le redis, c'est du young adulte. Donc effectivement, ça pourrait être encore plus développé au niveau du world building, etc. Mais pour du young adulte, je trouve que franchement, on est plus que bien. Et j'ai kiffé. Ce truc avec les nonnes qui chassent les démons. Il y a des passages un peu genre explicatifs qui sont, je trouve, hyper riches. Alors je vais pas les retrouver bien sûr parce que sinon ce serait beaucoup trop facile. Ben, voilà, là, comme si c'était des notes de quelqu'un. Ah ouais, je sais pas si vous pouvez voir. Par exemple là c'est guide des couvents de Varennes. Donc il y a tous les couvents avec leur responsabilité entre guillemets. Il y a ça aussi pour les démons, etc. Il y a plein de créatures fantastiques. Ça promet plein de choses. Et en fait je vous ai dit que la construction était un peu différente vu qu'elle écrit une lettre à sa meilleure amie. Et tout prend sens à la fin. Et j'ai trouvé ça trop bien. Franchement, j'ai trouvé ça trop bien. C'est vraiment chouette. Il y a une romance queer. Alors, quand je dis romance, c'est vraiment presque rien. Voilà. Mais elle existe quand même. J'ai trouvé ça vachement chouette. Vraiment, je sais pas quoi vous dire, à part, c'était trop bien. Voilà, donc j'ai kiffé, j'ai vraiment trop kiffé, j'attends la suite avec impatience. Je vais lire les autres sorties de cette maison d'édition. Alors, il y en a un qui est sorti aussi en... Je suis l'Apocalypse, mais je l'avais déjà vu passer, alors j'ai pas tout compris, mais en tout cas là il sort en jolie édition comme ça, enfin il est sorti parce que je l'ai vu en librairie, mais je l'avais déjà vu avant, bon peu importe, je pense que je vais me le prendre, et j'ai vu qu'ils avaient 2 prochaines sorties aussi, toujours chez Conséquence Édition. Voilà, les 2 personnes qui ont monté la boîte, la maison d'édition, en fait, ce sont des éditrices, et notamment elles ont travaillé chez Naos, enfin Mnemos et ActuSF. Donc ça m'étonne pas qu'on retrouve ce genre de qualité, parce que
c'est quand même du bon qu'il y a chez ces éditeurs-là. Donc voilà, je suis plutôt... je comprends. C'était trop chouette. Vraiment j'ai trop kiffé. Voilà, c'était beaucoup trop bien. Je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment chaudement. En plus, pour le coup, c'est un roman qu'on voit pas passer partout. C'est vraiment de la bonne fantaisie. Il n'y a pas de smut, il n'y a pas de romance. On n'est pas sur de la romantaisie, on est vraiment sur une vraie fantaisie young adulte. Bien construite, bien écrite, hyper intéressante, avec des nonnes, avec des gorgones, avec des griffons, avec du dragon, avec des poursuites, avec des secrets, des dieux, je vous dis, c'est hyper riche. Et pourtant, on s'y perd pas du tout, c'est fait intelligemment, enfin bref, c'était vachement bien. C'était vachement bien. En plus, l'objet livre est très beau. Alors, il est un petit peu cher dans mes souvenirs. 28 euros, j'ai payé. 28 euros. Alors, c'est normal. Maison d'édition indépendante. C'est une petite maison d'édition. C'est une maison indépendante. C'est un hardback. Vous avez quand même un travail de très haute qualité, avec des illustrations à l'intérieur, sur la couverture. Les dorures ne sont pas parties, je tiens quand même à le signaler, hein. Elles se sont bien accrochées. Il y a un jaspage, il y a quand même un sacré taf dedans. Donc bon, ça m'étonne pas, et surtout, c'est lié aussi au fait que, maison indépendante, petite distribution, donc forcément, tu peux pas non plus, voilà, comme ils font pas de nombre, enfin de quantité, forcément, ça limite un petit peu plus tout ça, quoi. Bref. Voilà, c'était trop bien. Je vous le conseille vraiment de tout cœur. En plus, ça aide une maison d'édition indépendante à se lancer. Dans le monde de l'imaginaire, on en a vraiment besoin. Je vous jure, on en a vraiment besoin. Si on veut recommencer à voir des titres qui sont pas blindés de smut, qui sont pas tous les mêmes, etc. Voilà, on a ces maisons, bon, ActuSF, c'est un peu compliqué, mais Nemos et compagnie, qui est à la Naos, mais on a besoin qu'il y en ait plus, parce que là, le marché est en train de se faire bouffer par des grosses boîtes, dont je ne citerai pas le nom, mais vous savez que voilà à quoi je pense, et d'autres sont capables de faire de la belle édition. C'est une autrice française, des éditrices qui a priori sont vraiment passionnées. Bref, on soutient, c'est trop cool, et c'était trop bien, j'ai kiffé. Voilà. Donc voilà, je suis en gros doute. J'ai envie, étant donné que là, je viens d'enchaîner, alors le Palace c'était sympa, c'était pas ouf mais c'était sympa, et l'empreinte du démon, pardon, c'était vachement cool. Ça me donne envie de retenter un autre roman de fantasy young adulte, surtout que j'en ai lu tellement peu cette année, mais en même temps j'ai hyper peur de retomber dans un truc, voilà. Donc je sais pas, là je suis vraiment... Bref, je sais pas. En même temps, j'ai bien envie de romance. J'avais commencé celui-là. Et oui, voilà. Et j'ai pas du tout continué parce que je sais plus pourquoi, en fait, ce qui est dommage. Donc je vais peut-être reprendre celui-ci. Ça peut peut-être être chouette parce qu'il était bien et que clairement, même si moi je suis pas trop attachée aux livres saisonniers, etc. Là, quand même... bon, on est quand même sur un truc d'été, quoi. Donc, bon, je me dis, ça peut être cool. Mais en même temps, j'avais bien envie aussi de me lire le dernier Nora Lake que j'avais, enfin, qu'elle m'a envoyé. Donc, je sais pas. En plus, j'ai des nouveautés là que j'ai reçues ou que j'ai acheté que j'ai envie de lire aussi. J'ai envie de me refaire un cozy fantasy, un cozy mystery. Oh, je sais pas. Bon, bref, vous saurez plus tard parce que sinon, je vais mettre 3 heures à chercher et c'est pas très intéressant pour vous. J'ai commencé un nouveau livre. J'ai attaqué The Rule Book de Sarah Adam aux éditions J'ai lu, voilà. En fait, sincèrement, je savais pas vers quoi aller et je me suis dit, tu sais quoi, je l'avais emmené avec moi, j'allais dire pendant les vacances, pendant les 2 jours où je suis partie, et je l'ai pas lu du coup, et je me suis dit, allez, tente, ça va être une romance un peu légère et tout, ça va être cool. Et en fait, je m'attendais pas à autant aimer. J'aime trop, ça se dévore. J'ai lu quasiment la moitié. Et c'est hyper sympa. En fait, c'est super sympa pour une simple raison. C'est... enfin, 2 éléments.
Le premier, c'est l'héroïne, Nora, qui a des expressions à la mort moelleux. J'adore cette nana, elle est géniale. Ce personnage est incroyable, je l'adore. Et je trouve qu'elle donne un peps incroyable à l'histoire. Et le deuxième élément, c'est que le protagoniste, lui, il est joueur de football américain. Et ce qui est cool, c'est un peu comme dans la saga là, qui est sortie chez Chatterley. Je sais pas quoi, là, avec des joueurs aussi. Je vous en avais déjà parlé parce que j'ai lu le tome 1. Bref, et ben en fait ce qui est cool c'est qu'il y a une espèce de fraternité, d'amitié et tout entre tous les joueurs et du coup on voit d'autres joueurs de l'équipe. D'ailleurs je me demande si l'autre roman de l'autrice c'était pas sur d'autres joueurs, je sais pas du tout. Je me suis tellement pas renseignée, attendez vous savez quoi, on va quand même regarder parce que ça se trouve je vous raconte des carabistouilles. Je me doutais. Alors le 1 c'était avec qui? Brickhamden. Ah bah oui, avec Nathan. Bon, je vais lire l'autre, The Cheat Sheet. Bon, ça va pas tellement me gêner, mais parce que c'est un autre personnage, mais qu'on retrouve dans celui-là. Donc je sais avec qui va terminer, mais que de toute façon, dès le début d'une romance, tu as un mec et une meuf et tu sais qu'ils vont finir ensemble. Je parle des romances hétéros, bien sûr. Mais voilà, donc il n'y a pas tellement de mystère. Mais comme ça, je verrai comment ils se sont mis ensemble. Mais voilà, c'est pour ça qu'on retrouve cette équipe et qu'ils sont soudés, et qu'ils sont super proches. J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Là, ensuite, donc, Nora Mackenzie, elle est agent de sportif, comme Jerry Maguire. Avec Tom Cruise. Toujours des refs, des vieux films, moi. Bref, donc elle est agent. Et là, ça va être la première fois qu'on lui donne parce qu'elle est débutante, donc on lui confie un sportif. Et quand elle voit quel sportif on lui confie, elle pâlit et elle se dit aïe aïe aïe, je suis dans la merdasse. Parce que parce qu'en fait, le sportif qu'on lui confie. Il s'appelle Derek, il est joueur de football américain, il fait partie de l'équipe qui s'appelle l'équipe des Sharks. Et le vrai problème, c'est qu'en fait, c'est son ex. Voilà, ils sortaient ensemble quand ils étaient à la fac, elle l'a largué de façon assez froide apparemment, et depuis, ils ne se sont plus jamais reparlé. Et elle se dit, mais attends, comment je vais faire pour le représenter? C'est sûr, il va jamais vouloir me parler. Lui, il s'est blessé il y a quelques temps, il a eu une fracture. Depuis, il est un peu en pause parce qu'il faut qu'il se rétablisse, et il se sent pas très bien par rapport à tout ça. Vraiment, il a très peur de pas pouvoir réintégrer son équipe en fait. Et là on lui annonce qu'il va changer d'agent. Alors lui, on lui dit que son agent s'appelle Mac, donc il tilte pas. Sauf que quand il voit débarquer Nora Mackenzie, il se dit ah ok d'accord. Et là, lui, il est pas vraiment ok parce qu'il a toujours pas digéré leur rupture, pourtant c'était il y a 8 ou 9 ans. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va décider de littéralement lui en faire baver et lui demander des trucs hallucinants. Le but étant, en fait, de la faire craquer. Voilà, il veut qu'elle craque et qu'elle démissionne. Sauf que elle, c'est le rêve de sa vie, en fait. C'est vraiment ce boulot, c'est le rêve de sa vie. Et elle est prête à tout faire pour que ça fonctionne parce que si jamais elle se plante avec lui, c'est bon, elle est grillée, quoi. Donc elle va tout accepter. Alors ce petit jeu, je pensais que c'était sur tout le roman, et en fait, non, pas du tout. Et puis c'est pas si horrible, il va lui demander des trucs. Bon, ok, c'est pas, j'ai pas trouvé ça non plus... c'était un peu abusé, mais je m'attendais à pire et je pensais que ça durerait tout le roman, pas du tout. Ils vont finir par discuter en fait, et va y avoir une autre problématique que je peux pas vous dire parce que ça va vous spoiler le livre, mais que je trouve très chouette et que j'avais déjà trouvé dans un autre roman que j'ai lu il y a pas très longtemps, dans une romance que j'ai adorée. Et voilà, donc là c'est cool, on est avec une équipe de foot. Donc on voit surtout les gars de l'équipe de foot. Et puis Nora, elle est tellement drôle, en fait, elle est tellement drôle. J'adore ses expressions. Enfin, j'aurais dû en noter pour vous donner des exemples, mais moi je me marre. Et je passe un super moment de lecture, c'est trop bien, j'aime trop. Et du coup, je me dis peut-être qu'elle va en faire, parce qu'elle parle d'autres joueurs de l'équipe, et je me dis peut-être qu'il y aura d'autres livres de l'équipe en fait, je sais pas. En tout cas, du coup, ça me donne envie de lire The Cheat Sheet. D'ailleurs, je me demande si je l'ai pas ce roman. Ça me dit quelque chose. Je vais fouiner parce que du coup, j'ai très très envie de le lire. Voilà, donc pourquoi pas. Là, je suis encore dans un mood un peu léger et tout, mais je sens que c'est un truc de ouf parce que du coup là j'ai lu quelques fantaisies qui étaient cool, je suis repartie vers une romance et je sens, là je commence à le sentir, je sens que le thriller recommence à m'appeler. Voilà, mais il y a des trucs là que j'ai reçus et que j'ai acheté, que j'ai vraiment pas envie de faire traîner, donc voilà, bon, quoi qu'il en soit, j'ai encore celui-ci à terminer, donc je vais le terminer tranquillement, et puis après il faut que je lise un livre de la rentrée littéraire pour celui-ci. Hop,
faut que je lise celui-ci. Alors j'ai déjà lu 30%, mais j'aime trop, ça s'appelle Les Hommes de Shetland. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, et du coup je me dis que ce serait cool de le reprendre au début pour vraiment apprécier toute la beauté en fait de l'histoire et du texte. Et ouais, j'ai vraiment envie de reprendre, parce que je vais vous préparer je vais vous en parler ici de ce livre, mais je vais aussi vous préparer un réel dessus. J'ai hâte, ça parle de musique, ça parle de pêche, ça parle d'îles isolées, ça parle... Bref, c'est très chouette. Enfin, en tout cas, ce que j'en ai lu, c'était vraiment trop bien, donc j'ai envie d'y retourner. Mais déjà, on lit ça, et puis voilà, c'est tout. C'est tout, voilà. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon book haul de la semaine dernière, n'oubliez pas d'aller regarder, parce que déjà, dedans, il y a un code promo AvaMS si ça vous intéresse, et en plus... je vous montre tout ce que j'ai reçu et tout ce que j'ai acheté. Il y a des petites pépitas quand même. Alors allez, zou. Enfin, vous regardez d'abord la fin de celle-là d'abord. Hein. Attendez, attention, hein. Ok, on est d'accord. Bon, allez, bref, on se retrouve plus tard. J'ai terminé. Donc j'ai fini The Rulebook de Sarah Adam. C'était trop chouette. Franchement, c'était vraiment un pur moment de détente. J'ai vraiment apprécié. Ça m'a quand même vachement fait penser à la saga là chez Chatterley. Mile Height, je crois que c'est ça. Mile Height, ouais, bon bref, ça m'a vachement fait penser à ça. Toujours ce truc avec l'ambiance, l'équipe l'équipe entière de football là, où en fait ils sont tous potes, etc. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, il y a une histoire de fake dating en plus. On était amants et puis enfin on était amoureux puis finalement on se retrouve plusieurs années après, on se déteste. Maintenant il y a aussi le truc de voilà, on a dû faire un fake dating, c'était super sympa. J'ai adoré le groupe de potes en fait du personnage principal, donc comment il s'appelle, Derek, je veux pas confondre avec tous ceux que j'ai lus dernièrement. C'était très cool, j'ai passé un trop bon moment. Je lirai avec grand plaisir le tome qui était avant en fait, donc qui est sur un des autres joueurs de foot, donc Nathan, parce que vraiment c'était trop cool. Franchement c'était trop cool. Voilà, j'ai passé un trop bon moment, c'était trop bien. Une petite romance sympatoche, qui fait du bien, qui fait plaisir, qui se dévore, qui est pas prise de tête. Voilà, c'était cool. Voilà, c'est tout. Je peux pas dire non plus, enfin voilà, c'est pas un coup de cœur ni rien, mais j'ai trouvé ça chouette. Voilà. Pour qu'une romance soit un coup de cœur, il faut vraiment que je ressente un truc de ouf au niveau émotion, ou alors qu'il y ait des thématiques de dingue, tu vois. Là, c'est pas non plus le cas, donc voilà. Il fallait que je vous parle de ce livre, parce que je l'ai lu, mais je vous en ai pas encore parlé. Il y a un réel sur le compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller le voir, vraiment. Voilà. Mais je voulais aussi vous en parler là. Donc, La forêt qui dévore. En gros, on est dans une société, notre société à nous, hein, c'est vraiment... c'est un roman fantastique, mais voilà, c'est notre société. Sauf que il existe des loups. Voilà, il y a des loups-garous, sauf qu'ils se transforment pas à minuit. Ils ont tout le temps une forme de loup. Mais ils peuvent s'habiller, ils parlent, enfin, vous voyez le genre. En fait, ils vivent avec nous. Les humains, et c'est un peu, je l'ai dit dans mon réel, mais c'est vraiment ça, c'est un peu comme dans True Blood, sauf que dans True Blood, ce sont des vampires, et nous là on a des loups. En sachant que cette communauté de loups, c'est vraiment eux qui dominent, parce qu'ils sont plus forts, et puis ils nous font peur, hein, donc ce sont eux vraiment les chefs. En gros, ce sont les chefs, et les humains, les humains ils font ce qu'ils peuvent. Hein. On nous explique que pour se transformer en loup, la transformation se fait suite à c'est une hormone en fait qui fait ça. Donc certains enfants qui sont issus d'un couple loup ne se transforment jamais. D'autres qui sont issus d'un couple d'humains peuvent se transformer. Mais il y a des couples où il y a les deux. Mais attends, c'est dégueulasse en fait. Bref. Voilà. Et donc on vit dans ce monde-là, c'est hyper intéressant. On n'est pas dans un truc de Beatlit hein, avec des loups-garous ni rien, on est vraiment sur un truc, c'est super intéressant. Franchement, faut lire ce truc, c'est trop bien fait. Autour de la ville où ils vivent, il y a une forêt. Cette forêt, elle est très effrayante parce que, en fait, on sait que toutes les personnes qui rentrent dans cette forêt vont mourir, se faire dévorer par l'esprit de la forêt. Toutes les personnes, mais c'est pas totalement vrai, parce que finalement, ceux qui meurent réellement, ce sont les humains. Les loups, eux, comme ils sont plus rapides et plus forts, ils arrivent à s'échapper, en gros. Mais les humains, eux, ne survivent pas. Nous, dans notre histoire, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Charline, et qui, en fait, suite à une dispute avec ses parents, elle habite dans les bas quartiers, c'est une humaine, elle a pas d'argent, elle est vraiment... Elle a rien pour elle, la pauvre. Elle se dispute avec ses parents, bref, elle décide de sortir et quelque chose va faire qu'elle va entrer dans la forêt. Sauf que cette forêt est extrêmement dangereuse et elle le sait. Hein. Elle va se faire attaquer, sauf que elle ne va pas mourir, elle va être extrêmement blessée et elle va être sauvée par un de ses camarades de classe, enfin deux de ses camarades de classe, une louve et un jeune garçon.
La louve, quand les secours arrivent, se barre. Elle veut surtout pas qu'on sache qu'elle est mêlée à ça. Et lui, il reste pour l'aider. Son meilleur ami à lui, en fait, va commencer à se mêler aussi à l'histoire parce que il aime beaucoup Charline. Et voilà, donc, bref, Charline, elle va être hospitalisée et personne ne comprend comment elle a pu survivre à l'esprit de la forêt. Parce qu'il faut quand même savoir que personne n'a jamais survécu. Elle est dans le coma, elle est dans un état horrible, et tout le monde se dit que c'est impossible, ça ne peut pas être l'esprit de la forêt qui l'a attaquée parce qu'elle n'aurait jamais survécu. Donc peut-être c'était juste un animal sauvage, genre un chien ou un truc comme ça. Bref, donc elle est dans le coma, et ses camarades, donc les deux jeunes hommes là, donc je crois que c'est Milo et Bart, les deux garçons. Milo et Bart, en fait, qui sont meilleurs amis, il y en a un qui est issu d'une famille avec un loup et qui ne s'est toujours pas transformé, l'autre il fait partie des humains, il y a que son frère qui est loup. Ils vont s'associer à une jeune fille, je crois que c'est Réanne, mais je suis pas sûre, qui est une louve, et à eux trois, ils vont commencer à mener une enquête parce que ils veulent comprendre. En fait, ils veulent comprendre ce qui a attaqué Charline et pourquoi il y a tant de mystères autour de l'état de Charline. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'aller lui rendre visite à l'hôpital. Il y a vraiment un truc trop bizarre, en fait, autour de cette attaque. Et chacun a une raison particulière de mener cette enquête. Et ils vont commencer à mener une enquête. Alors, quand je dis mener une enquête, c'est gentillet, hein, ils vont fouiller à droite et à gauche, en sachant que Réanne, qui est la louve, elle est la fille du grand patron qui en plus veut se présenter à la présidence, etc. Enfin bref, elle fait vraiment partie de l'élite. Donc ils vont essayer de creuser un petit peu. Le problème, c'est que plus ils vont creuser, plus ils vont tomber sur des choses qu'ils ne devraient pas découvrir. Et ils vont vite se rendre compte qu'en fait, cette forêt cache bien plus qu'un monstre, en fait, hein, vraiment. Et qu'il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de complots, et beaucoup de manipulations, et beaucoup de domination. En fait, vraiment, dans ce roman, on parle beaucoup de la domination d'un peuple d'un peuple oppresseur sur un autre peuple. Je trouvais ça extrêmement intéressant, parce que, finalement, on démontre bien que c'est par la force et par la peur qu'on arrive à maîtriser et dominer les autres, en fait. Et c'est exactement ça. Là, on a vraiment un peuple qui oppresse et qui domine, en terrorisant les autres, par différentes choses et différents actes, et c'est comme ça qu'ils obtiennent en fait l'obéissance finalement, et c'est quelque chose que tu peux retrouver dans nos sociétés encore aujourd'hui, et c'est bien triste d'ailleurs, mais voilà, d'où le culte de la peur dont se servent certains milieux politiques pour nous faire gober tout et n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, on est vraiment là-dessus, et c'est extrêmement intéressant. Alors on parle pas de... Voilà, moi j'extrapole avec nos sociétés, mais parce que la littérature est politique, vous le savez, et de toute façon, il y a toujours un impact. Je veux dire, les auteurs n'écrivent pas comme ça, faut pas se voiler la face non plus. Donc c'était extrêmement intéressant. Et surtout, pour devenir un loup, pour que cette hormone agisse, il faut avoir fait quelque chose d'assez horrible, en fait. Alors, je vous donne pas tous les détails, mais c'est pas en allant cueillir des pâquerettes que tu te transformes en loup, hein. Il faut vraiment avoir commis quelque chose d'horrible. Et d'ailleurs, ça va, au fur et à mesure de l'histoire, ça va délier les langues et on va découvrir certaines choses qui sont assez abjectes. Donc, c'était très intéressant au niveau des messages, etc. Et même au niveau du livre. Parce qu'on arrive à un moment, à une espèce de tension, où vraiment tu te dis, mais attends, c'est pas possible. Et puis, t'avances, et en fait, si, c'était assez malin et assez bien foutu. J'ai vraiment passé un super moment de lecture. Il m'a surprise, ce roman. Le résumé m'intriguait, j'avais envie de savoir. J'aime beaucoup l'autrice, j'ai lu beaucoup de romans, enfin j'ai lu plusieurs romans de l'autrice. J'ai toujours beaucoup aimé ce qu'elle faisait, et c'est vrai que je voulais savoir, j'étais très intriguée par ce livre, mais très honnêtement, je pensais pas autant aimer. Ça reste du young adulte, donc on est quand même dans de la jeunesse, donc c'est pas, il est court, hein, c'est pas ultra développé, c'est pas ultra creepy, mais je trouve que ça l'est déjà suffisamment pour du young adulte. Il n'y a pas une enquête extrêmement poussée, puisque cette enquête, enfin la recherche de la vérité, finalement c'est plus ça, la recherche de la vérité est plus une excuse pour dévoiler tout ce qui se passe dans cette ville horrible et dans cette société dominée par la force, avec bien sûr une note d'espoir au bout d'un moment, et j'ai trouvé ça vachement bien, le fait qu'on a toujours peur de la personne qui est différente de soi,
mais que finalement on peut collaborer et que ça peut fonctionner et qu'on peut avoir de très bons résultats. Bref, il y a plein de chouettes messages et en plus de ça, il y a un petit côté creepy. Il y a une réponse qui est assez ouf dans le truc, dans le bouquin. Moi, j'ai vraiment aimé. Franchement, j'ai vraiment aimé. J'ai passé un super moment de lecture et j'étais trop contente. Je trouve qu'en ce moment, les éditions Nathan, je sais pas, il y a eu pour moi un passage un peu à vide. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Et depuis quelques temps, je trouve que voilà, je sais pas. Je trouve que vraiment il y a un élan vraiment très positif. Et je suis très contente parce que en plus, il y a un côté toujours assez engagé, je trouve, dans les textes. Alors, pas tout le temps, mais si, souvent. Donc voilà, c'était très chouette. Donc je voulais absolument vous en parler. Voilà, n'hésitez pas à vous laisser tenter pour vos ados, pour les médiathèques, ou même pour vous. Hein. Moi, je vous dis, j'ai trouvé ça vraiment qualitatif, quoi. C'était vraiment chouette. Autrice française. Voilà, d'ailleurs, penchez-vous sur ses autres écrits, parce que c'est très chouette ce qu'elle fait. Et voilà, donc ça c'était très cool, je voulais vous en parler quand même parce que ce serait dommage de pas vous en parler. J'ai reçu des petites choses. Donc je vais déjà vous montrer les réceptions. Donc de la part de... c'est la collection Impact, mais c'est Hugo. J'ai reçu ce roman qui s'appelle Un profil idéal de L.M. Chilton. Je vous avoue que c'est un partenariat celui-ci où... j'ai pas aimé grand chose de ce que j'ai lu, d'ailleurs j'en ai abandonné plusieurs, alors, il y en a pas beaucoup qui sortent, mais je crois que j'en ai pas terminé un seul, je suis honnête, de tous ceux qui sont sortis chez eux, j'en ai pas fini un, donc je sais pas trop, celui-là a l'air cool, celui-là me tente bien, il y a écrit « Si on était dans un podcast d'affaires criminelles, tu serais la première soupçonnée ». Voilà, ça me tente bien, donc j'espère que je vais enfin en finir un. Et alors ce matin, j'ai reçu... Donc, le club de lecture de Martha's Vineyard de Martha Hall Kelly. Je sais pas si vous savez à quel point j'aime les romans de Martha Hall Kelly, mais genre, je l'adore. Ok, c'est une de mes autrices chouchou depuis que j'ai lu justement Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Depuis, j'ai lu tous ses romans, j'aime tous ses livres. Donc là, je vous avoue que j'ai juste envie de rien foutre et d'aller lire, là, juste ça. Mais j'ai plein de trucs à faire, j'ai plein de boulot, vraiment j'ai plein de boulot. Et puis de toute façon j'ai un roman en cours, donc voilà. Mais je suis trop contente, je vais le lire bientôt. Et ensuite, donc dans mes achats, donc je me suis acheté le nouveau Alison Saft. Je les achète tous et j'ai même pas encore lu celui d'avant, bref. Voilà, le côté vitrail est très joli, là c'est un squelette. Donc ça s'appelle Ainsi vient la nuit de Alison Saft. J'aime beaucoup. Depuis que j'ai lu La chasseuse et l'alchimiste, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais j'ai toujours pas lu celui d'avant, le truc avec l'eau là. En plus il me fait trop envie. Donc il va falloir que je remédie à ça et que je les lise très rapidement. Ensuite, je me suis acheté Vespéral de Ed Crocker. C'est chez Deux Saxus. Vous savez que j'essaie de moins acheter chez Deux Saxus. Mais là, c'était une histoire avec des immortels, etc. Et ça, je sais pas, ça avait l'air vachement bien. Vraiment, ça avait l'air vraiment chouette. J'ai vraiment hâte de le lire. Franchement, j'ai vraiment hâte. Et ensuite, je me suis acheté ce roman, La flamme des dragons, de Olivia Rose Darling, chez Roncière. Bon, bah, il y a des dragons... De toute façon, je suis un vrai pigeon, moi, donc... Et puis, alors, en ce moment, je suis dans mon Néra violet, et en plus, il y a du dragon, donc... Voilà, il y a une petite carte, je pense que c'est de la romantessie, il y a une carte, voilà, et il me fait super envie, c'est pareil, je pense que pour l'automne, il serait trop bien, voilà, donc j'ai hâte. Voilà, c'était les dernières arrivées. Et j'ai lu des choses, donc je vais vous montrer ce que j'ai lu. Alors je suis désolée, je vous ai pas pris au fur et à mesure parce que vraiment j'ai pas eu le temps de filmer, mais genre du tout. Donc voilà, désolée, mais du coup on fait comme si... voilà. Donc j'ai lu Les Hommes de Shetland de Malaki Talak aux éditions Buchet et Chastel. J'ai adoré ce roman. Alors clairement il plaira pas à tout le monde parce que c'est un rythme quand même très lent, c'est très contemplatif, etc. J'ai adoré. Je me suis vraiment mis dans une espèce de bulle. En fait, en ce moment, j'ai l'impression que ma vie, c'est un tourbillon. Vraiment, j'ai l'impression que ma vie, c'est un tourbillon. Mes journées, en fait, j'ai l'impression que mes journées sont des semaines, dans le sens où je fais tellement de choses différentes dans la journée parce que j'ai 1 milliard de trucs à faire, que au bilan de la journée, je me dis à chaque fois, oh là, j'ai même pas eu le temps de souffler 5 minutes ni rien. Et j'ai l'impression que tout va trop vite, que... Bref, et j'ai attaqué ce roman, alors j'avais déjà lu le début, bon bref, j'ai repris ce roman, et... Je sais pas, ça m'a fait cet effet de... j'avais l'impression de souffler, tu sais, ce... Voilà.
ce moment d'apaisement, de quiétude, de tranquillité, et vraiment ce truc de je vais prendre mon temps, je vais le savourer, je vais le déguster. Et le texte s'y prêtait, parce que la plume est super belle, vraiment c'est super joli, la plume est belle, et surtout parce que le roman s'y prêtait. Ça se passe donc sur l'île de Shetland, qui est à l'extrême nord de l'Écosse, donc quasiment au niveau de la Norvège en fait, et en fait, bah voilà, c'est une île où il y a très peu de monde, surtout qu'on est sur 2 temporalités, une partie c'est en 57 et une partie aujourd'hui. En 57, on suit Sonny et Kathleen. Alors Sonny, au départ, quand on le suit, lui, il est sur un baleinier, donc un bateau hein, qui chasse la baleine. C'est glauque, c'est horrible, je suis d'accord, mais c'était les années 50, c'était comme ça. Et en fait, donc il raconte son histoire, pourquoi il est sur le baleinier, il a fait différents bateaux, etc. C'est sa façon de gagner de l'argent. Et quand il va revenir sur son île, l'île de Shetland, il va demander Kathleen en mariage. Et ils vont se marier, ils vont reprendre un vieux corps de ferme, ils vont commencer à s'installer là, avoir un petit garçon qui s'appelle Jack, qui a une enfance pas forcément très simple, parce que c'est un môme très introverti, c'est un gamin qui vit vraiment sur sa planète, et surtout qui est fasciné par une seule chose, la musique. Et ensuite, dans l'autre temporalité qu'on suit, c'est justement Jack, sauf qu'on le suit aujourd'hui, il a 60 ans, et on voit du coup vraiment son enfance, sa famille, et puis lui aujourd'hui. Et dans ce mois, enfin dans ce lui d'aujourd'hui, c'est un homme d'une soixantaine d'années qui ne court pas après le travail, qui ne court pas après l'argent, qui ne court pas après la réussite, qui finalement ne court après absolument rien. Il vit dans ce corps de ferme qui était celui de ses parents, et il fait le minimum vital pour avoir assez d'argent pour manger. Le reste ne l'intéresse absolument pas. Il a revendu une partie de la ferme parce qu'il ne voulait pas travailler. Vraiment, il a ce côté, c'est même pas de l'oisiveté, c'est juste le plaisir de vivre. Il y a un moment, il dit que toute sa vie, il a culpabilisé à l'idée d'aimer faire la sieste. Il aimait faire la sieste, il aimait prendre ce temps, ça lui faisait plaisir. Sauf qu'en fait, il vient d'une famille où l'oisiveté est mal vue et où on considère qu'il faut toujours travailler. Et du coup, quand il dormait, il se faisait engueuler en fait. Et aujourd'hui, il dit que à 60 ans, il a ce luxe de pouvoir faire la sieste sans qu'on vienne lui faire de réflexion, et surtout que de toute façon il dira oui mais je suis vieux. Et c'est vraiment ça, c'est pour ça que je vous dis que c'est très lent et tout, parce qu'on est avec cet homme qui n'a pas forcément d'ambition, qui n'a rien en fait, qui s'intéresse à rien à part la musique country. La musique country c'est ses veines, c'est son sang, il l'écoute avec passion, il l'écrit avec tout autant de passion. Il a eu cet grand espoir et ce grand rêve un jour de devenir chanteur, et finalement la vie a fait qu'il a dû revenir sur son île, puisqu'il n'en est parti que très peu de temps pour aller à Glasgow, mais le reste du temps il est revenu en fait très rapidement. Et voilà, il mène sa petite vie comme ça, il va faire ses courses à la supérette du coin, et puis le soir il va faire des ménages dans des bâtiments. Et c'est tout en fait, sa vie elle est rythmée comme ça, donc effectivement vous imaginez bien que la narration elle est pas dinguissime. Et un jour il va trouver un chaton, et il sait pas quoi en faire, il sait vraiment pas quoi en faire, il se dit mais qu'est-ce que je vais faire de ce truc, tu vois. Et puis finalement il s'apprivoise l'un et l'autre, parce que le chaton a aussi peur de lui, et il décide de lui donner un nom. À partir du moment où tu donnes un nom à un animal, t'es cuit mon gars en fait hein. Donc il appelle ce chat Loretta, et ce qui va découler aussi de la rencontre de ce chat, c'est les visites de Vaila. Vaila, c'est une petite fille qui habite dans une maison juste à côté de la sienne, seule avec sa maman. Sa maman s'appelle Sarah. Et Vaila va commencer à dire qu'elle a toujours rêvé d'avoir un chat. Et du coup, elle va demander si elle peut venir de temps en temps pour voir le chaton et jouer avec lui. Et lui, au début, il est un peu intrigué en mode « Mais ta mère est d'accord pour que tu viennes chez moi ?» et tout. Et la petite lui répond « Oui, oui, elle a dit que vous étiez parfaitement inoffensif. » Et finalement, lui, il va quand même aller voir la mère en mode « Mais vous savez que votre fille traîne chez moi tout le temps, est-ce que ça pose pas de problème et tout ?» Et la mère lui dit « Non, non, il n'y a pas de souci. Puis en fait, elle vient pas que pour le chat, elle vient aussi pour vous. » Et finalement, il y a une espèce de lien qui va se créer entre Jack, ce vieux monsieur solitaire, et ce petit chaton. Et ça va entraîner
une belle amitié avec une petite fille, Vaïla, et sa maman aussi bien sûr, et c'est très beau, et ça arrive pas tout de suite, mais c'est très beau, et puis on continue le passé, et moi j'ai adoré, je sais pas, j'étais bien dans ce roman, je vous dis, il se passe pas des grandes choses, c'est pas, voilà, c'est pas des rebondissements à droite et à gauche, mais j'avais l'impression d'être dans une petite bulle de douceur, et bon, à part les passages sur les baleiniers, parce que c'est assez hardcore quand même, mais sur le reste, je sais pas, j'étais bien, ce truc de cette île où il y a trois pelés, et où les gens vivent en toute simplicité, en toute modestie, où tu cours pas après la réussite, où tu cours après rien, en fin de compte, bah ça m'a fait du bien, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans une bulle, dans une pause spatio-temporelle, genre ça m'a vraiment fait du bien, et j'ai adoré ce roman, j'ai beaucoup aimé la plume, et surtout, l'auteur est aussi compositeur, et alors déjà, tout au long du récit, je vais vous montrer, on a des espèces de brouillons comme ça, hop, qui en fait correspondent aux chansons que Jack écrit. Donc il écrit de la country. Et à la fin du roman, on a un QR code, hop, qu'on peut donc scanner. Et là, on arrive sur un site avec des chansons, donc tout un album. En fait, ce sont des chansons qui ont été écrites par l'auteur, composées, chantées, etc. par l'auteur. Et on a toutes les paroles, en fait, des chansons à la fin du roman qui sont là. Et on peut les écouter. Personnellement, ça fait déjà 3 fois que j'écoute l'album. J'aime beaucoup. Je suis très... je ne connais pas vraiment, en fait, la country. J'en ai écouté un petit peu, mais c'est pas du tout le genre de musique que je connais, en fait. Dont je connais les codes, dont tout ça, voilà. Mais j'aime beaucoup, en plus on a les paroles, on a, je sais pas, je trouve que c'est un complément, une suite au roman, il y a une certaine poésie dans tout ça, je sais pas, moi j'ai été subjuguée par ce roman, et quand je l'ai reçu, parce que je l'ai reçu il y a très longtemps, je l'ai reçu au mois de juillet, donc j'ai lu le début pour savoir si j'avais envie de travailler dessus, de vous le présenter, etc., de créer du contenu dessus. Alors là je suis pas payée pour vous en parler, hein. Le contenu créé, il était pour Instagram, là c'est moi, parce que j'ai adoré. En fait, ils m'en ont envoyé 2, le deuxième est très sympa aussi, je l'ai pas encore terminé, enfin j'ai lu les 30%, ça me plaisait bien, mais celui-ci déjà, sur le tiers que j'avais lu, j'avais déjà ce sentiment de, oui c'est lent, oui peut-être que certaines personnes vont se dire, ah on se fait, tu vois, suer, mais moi je m'y sentais bien en fait, j'avais l'impression, je sais pas, il y a un truc qui se dégage moi de ce texte qui m'a fait un effet dingue, et j'ai aimé, voilà, j'ai aimé et j'étais bien, et je suis trop contente de l'avoir lu, et je crois que c'est le premier qui est traduit en français de l'auteur, je sais plus trop, faudra que je me renseigne, mais voilà. Et puis on sent, de la part de l'auteur, on sent son amour pour les îles de Shetland, et c'était chouette, c'était très chouette. Voilà, j'ai kiffé. Et aujourd'hui, donc ça va être la dernière lecture que je vais vous présenter dans cette vidéo, j'ai lu une BD, donc j'ai lu Le Cercle des Dragons de Chabert et June, aux éditions Jungle. Alors, honnêtement, j'ai pas été subjuguée par les illustrations, pas du tout. Voilà, elles sont sympas, elles ne m'ont pas dérangée en soi, mais j'ai pas trouvé ça waouh, tu vois. C'est pas ce qui, moi, me parle le plus. Voilà, je vais être honnête, niveau illustration, c'est pas ce qui me parle le plus. Par contre, déjà quand on m'a parlé des thématiques de la BD, j'ai dit ok c'est bon, je veux lire ça. Et alors, une fois que la lecture faite, franchement... Ah, mais il faut mettre ça partout, les enfants. Faut que tous les ados lisent cette BD, il faut la mettre dans les médiathèques, dans les CDI, il faut la foutre partout. Mettez-la dans la bibliothèque de tous les ados, des garçons, des filles, mais même de leurs parents, allez-y. C'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. Alors, Le Cercle des Dragons, c'est l'histoire d'abord d'Héloïse. Héloïse, elle était dans un lycée, et elle s'est fait virer de ce lycée parce qu'elle a été surprise à faire quelque chose avec un garçon. Et du coup, on a jugé qu'elle n'était pas... Voilà, donc on l'a virée, ok ? Le garçon n'a pas été viré, hein, sachez-le quand même, il n'y a que la fille qui s'est fait tège. Donc elle est virée, elle doit intégrer un nouveau lycée. Elle intègre le lycée qui s'appelle Charlemagne. Le problème, c'est que quand elle intègre ce nouveau lycée, tout ne se passe pas forcément bien. Tout ne se passe pas bien parce que sa réputation l'a précédée et qu'elle est considérée comme une... Voilà, hein, vous avez compris. Les mecs lui font des blagues salaces, enfin bref, c'est vraiment très pesant pour elle. Heureusement qu'elle a un tempérament assez fort, mais honnêtement, ça se passe pas forcément bien. Un jour, elle va aider une jeune fille qui s'appelle Peggy, qui en fait est dans une situation assez compromettante, on va dire, avec un garçon, et Héloïse va prendre sa défense. À partir de là, Peggy et elle vont devenir amies, et va se greffer à ce petit duo une autre jeune fille qui s'appelle Julie. Et voilà, elles vont commencer à être amies, etc. Et Héloïse, déjà, c'est un peu...
pour elle, c'est un peu une grosse révolution parce qu'elle a jamais vraiment eu d'amis et là, elle a enfin des copines, enfin c'est assez fou quoi. Un soir, elle s'organise une soirée ciné et elle décide de mater Le Cercle des Poètes Disparus, qui est un film... C'est une pépite, hein, oh capitaine, mon capitaine. Allez-y, si vous n'avez pas vu ce film, allez voir ce film, il est génial. Bref, donc elle regarde ce film, et ce film va les inspirer, mais vraiment les inspirer. Et elles vont décider de créer un cercle de filles. Un cercle de filles qui sera une safe place. Un cercle dans lequel elles vont pouvoir être alliées, elles vont pouvoir se soutenir, il va y avoir de la sororité, il va y avoir plein de choses, et c'est vraiment, voilà, c'est... un cercle de filles. Et elle décide de l'appeler le Cercle des Dragons. Je vous laisse découvrir pourquoi. Et à partir de ce moment-là, ce cercle va grandir. D'autres jeunes filles, d'autres lycéennes vont se greffer à elle. Et elles vont commencer à créer voilà, un groupe de filles comme ça, où elles s'entraident, où elles se confient des choses, où elles abordent des thématiques et des sujets qu'elles n'aborderaient peut-être pas avec d'autres personnes. Et elles vont débuter le militantisme. Elles vont commencer à militer pour des causes fortes, pour obtenir plus de respect, plus d'égalité. Ça va passer par plein de choses, notamment elles vont aller voir le proviseur pour lui dire ok, on veut un distributeur de protection hygiénique parce que voilà, il y a ça. Elles vont commencer à parler du consentement, elles vont parler de sexualité, elles vont parler de tellement de sujets et c'était hyper complet, hyper bien fait, j'ai adoré, c'était trop bien. Il y a beaucoup de thématiques, notamment la transidentité, la sexualité, le cyberharcèlement, le cybersexisme. On parle du revenge porn, donc tout l'aspect lié justement aux réseaux sociaux, comme ça, c'est assez flagrant. On parle enfin voilà, il y a plein de thématiques, et surtout, à la fin de la BD, vous avez, ce que j'ai trouvé vachement cool en fait, vous avez une double page, comme ça, où à chaque fois, en fonction de la thématique, vous avez les associations qui peuvent être liées. Par exemple, au début, sur la transidentité, elle te propose plusieurs associations, voilà, donc ce que je trouve vraiment très cool. Et de l'autre côté de la page, vous avez tout ce qui concerne les lois, donc tout ce qui va concerner les lois sur la transphobie, sur l'homophobie, sur le revenge porn. Voilà, j'ai trouvé ça vachement chouette, hyper complet, et tellement important. Et en plus, au-delà de toutes ces thématiques, au-delà de tout ça, de ce militantisme, de ce féminisme, etc., déjà, c'est pas trop. C'est-à-dire que c'est pas... On n'est pas en mode les mecs sont des raclures. Non, on est vraiment en mode on veut les mêmes droits, on veut juste ce à quoi on a le droit, en fait. Et au-delà de tout ça, il y a également une très belle notion d'amitié. Alors, on parle beaucoup d'adolescence, forcément, mais on a aussi cette forte notion d'amitié que j'ai trouvée hyper belle. Mais genre vraiment, et on n'oublie pas les parents. Et alors ça c'est super important pour moi parce que ça reste des lycéennes de 17 ans, et il y a des choses qu'elles ne peuvent pas faire seules en fait. D'ailleurs le père de Héloïse lui dit qu'elle est dans un entre-deux qui est compliqué parce qu'elle est trop âgée pour être considérée comme une enfant, mais elle est encore trop jeune pour être considérée comme vraiment une adulte, et qu'elle est dans cet entre-deux où finalement tu peux prendre des décisions mais t'as pas non plus tous les droits, où les parents ont toujours une responsabilité pénale, enfin bref, c'est vraiment un entre-deux difficile. Donc il est beaucoup question de ça, et les parents sont là, surtout les parents d'Héloïse, la maman de Peggy aussi, les autres un peu moins, mais parce qu'on voit moins les jeunes filles, et j'ai trouvé ça super chouette. J'ai toujours beaucoup de mal avec les romans, enfin les BD ou les romans comme ça qui parlent de sujets importants et où les parents sont totalement absents. Je trouve ça toujours assez bizarre, parce que pour moi on doit être, enfin tu vois, on est liés quoi. Donc bon, peut-être parce que maintenant je fais partie de cette génération qui pourrait être la génération des parents, tu vois, mais je sais pas, en tout cas j'ai trouvé ça vachement bien fait, j'ai kiffé, franchement j'ai kiffé. Voilà, je trouve ça très important comme thématique, et je trouve ça génial qu'on propose ce genre d'ouvrage pour les ados en fait. C'est vraiment très chouette. Donc si vous avez une médiathèque, si vous travaillez en médiathèque, en CDI ou je ne sais quoi, foncez sur le Cercle des Dragons, mettez ça en avant comme ça pour que les ados le lisent, et les garçons aussi, c'est super important hein, parce que je pense que ça peut éveiller des consciences et faire prendre conscience de certaines choses. Donc voilà, super important. Voilà, donc c'était mes 2 dernières lectures, et quelle lecture. Donc voilà pour ce vlog lecture, j'espère que ça vous a plu. Je crois qu'il est long, donc j'espère que c'était pas trop long. Il y a encore des livres dont je vous ai pas parlé, je m'en suis rendu compte par exemple, je vous ai pas parlé de celui-là, mais je vous en parlerai
dans une prochaine vidéo, parce qu'en fait, il y a un moment, il n'y a plus de temps. Hein. Donc, on se retrouve prochainement. Je crois qu'il y aura un petit vlog lecture dédié bientôt. Et puis, il y aura toujours un vlog comme ça, plus complet. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le livre qui vous intéresse le plus. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton boost. Ça permet juste de mettre un peu la vidéo en avant. Voilà, c'est YouTube qui a lancé ça. Donc, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas. Je crois qu'on peut booster que 3 vidéos par semaine. Donc, voilà. Si ça vous dit, n'hésitez pas, ça me soutient, ça m'aide, c'est toujours cool. J'avoue que j'avais secrètement espoir d'atteindre enfin la barre des 30 000 sur cette chaîne avant 2026. J'ai ce fol espoir depuis 3 ans, hein. Je stagne depuis 3 ans, c'est un enfer. Là, je me dis, on est à 900, mais 900 en fait, c'est énorme. Vraiment, 900 sur YouTube, c'est l'enfer. Mais je me dis peut-être qu'avec les boosts, ou alors si vous abonnez vos grands-mères, peut-être qu'on va y arriver. Je sais pas. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.